d'être connectés. Puis on a plaisir d'accueillir parmi nous donc Célina et Nicolas. Je vais vous laisser vous présenter donc par rapport aux administrateurs présents et donc sur la thématique de la finance durable ce soir avec on avait déjà eu l'occasion d'aborder une partie de la finance sur le côté volet crédit avec les offres. Donc là on va être sur le côté le zoom au niveau épargne durable. Donc on a deux experts de Natixis qui vont pouvoir être là et répondre à toutes vos questions. Donc le principe, ça va être d'avoir une présentation, que ce soit interactif, et puis on reste dans l'esprit de 15 minutes d'échange. Donc si vous avez des questions au fil de l'eau, pas hésiter à le mettre dans le fil conducteur et comme ça on pourrait y revenir durant ce webinaire. Je vous passe la parole pour vous présenter. Et puis, Célina, juste, donc j'ai le PowerPoint, vous souhaitez le prendre la main et le diffuser, vous me dites qu'est-ce qui est préférable pour vous, sinon je le projette directement. Oui, vous pouvez le... Enfin, en tout cas, Ok. je l'ai ouvert aussi, donc si vous souhaitez, je partage plutôt mon écran. Voilà, Ce comme sera ça, plus par rapport à simple votre en rythme. termes Tout de à fait. gestion. C'est noté, merci Célina. Ok. Je te laisse commencer peut-être, Nicolas? Ouais, puis comme ça, tu enchaîneras, même si c'est pas très galant, excusez-moi. Non, mais Donc moi, je on n'est suis plus à Nicolas ça près. Chevalier, je travaille chez... donc Nicolas Chevalier, donc je travaille chez Nimi, et moi j'ai en charge toute l'animation des épargnes financières pour cette caisse épargne Banque de la Loire. Donc j'accompagne tous les collaborateurs sur ces thématiques-là, donc épargne financière au sens large, et également la partie ISR, ESG que Célina va vous expliquer, décortiquer, pour que vous compreniez bien et que vous puissiez bien voir un peu les impacts de cette thématique dans l'épargne d'aujourd'hui. Voilà, tout simplement pour faire court et laisser un petit peu de temps à Célina. C'est toujours valorisant quand on voit les gens qui ont évolué, qui ont réussi. Très bien, non, j'entendais quelqu'un prendre la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, Célina Vasquez-Ibanez. Si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à me faire des signes parce que je vois quelquefois il y a des problèmes de connexion. Donc, n'hésitez pas que je puisse réagir rapidement. Donc, je suis directrice marketing, communication digitale, expérience client au sein de Natixis. On va faire simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que je porte et j'anime l'ensemble de l'offre épargne financière au sein du groupe BPCE au travers de responsables de développement comme l'illustre Nicolas ici présent pour leur donner l'ensemble des éléments, accompagner les commerciaux sur le terrain et puis également accompagner les clients en direct au travers de dispositifs de communication. Donc, pédagogie financière, soutien sur les supports et on va dire les offres financières qui ont pu être vendues, donc depuis l'avant à l'après-vente, et puis tout simplement faire en sorte qu'il n'y ait aucun élément qui ne soit pas compris. Donc voilà quel est mon enjeu et ce pour lequel en fait je œuvre au quotidien. Voilà. Et je viens également, pour faire simple, de l'ingénierie patrimoniale. Donc j'ai un parcours aussi qui est lié à la réponse aux besoins de nos clients finaux. Voilà, très rapidement. Donc en fait, on m'a demandé en 45 minutes d'expliquer la finance durable. Vous comprenez déjà l'enjeu associé à ces 45 minutes parce que le sujet est complexe et en même temps, je pense qu'il ne faut pas aller chercher non plus trop de complexité sur quelque chose dont réellement la finalité est juste clé, c'est-à-dire orienter les capitaux vers ce qui fait sens aussi bien pour le monde qui est le nôtre, mais également pour les sensibilités directes de nos clients qui ont le droit d'avoir des préférences et qu'il ne faut pas culpabiliser quelles que soient les orientations qui sont les leurs. Donc, il faut les responsabiliser et en même temps ne pas les culpabiliser et leur amener à finalement exprimer de plus en plus et appréhender de plus en plus les enjeux qui sont ceux de notre planète et mettre tout le monde en tant qu'acteur dans cet univers. Donc, je vais vous partager le sujet. N'hésitez pas effectivement à m'indiquer si vous avez des questions et puis si on peut les faire au fil de l'eau, j'y manquerai pas. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon pour vous? Ça commence à arriver, Célina, le temps que ça charge, on devrait la voir. Voilà. Oui, c'est bon, c'est parfait. Ok. Je pense que tout le monde. Ok, je top. regarderai, moi, la conversation, Célina, pendant le sujet, comme ça, s'il y a des questions. Oui, parce que je vois plus du tout de fil conducteur. Toi, tu ne le verras plus, voilà. Ok.
Ok, donc on poursuit. Déjà, ce qui est important pour moi, c'est surtout de s'assurer qu'on parle de la même chose. Et on voit beaucoup d'articles de presse, on voit voilà, beaucoup de diffusion, de publication. Donc, l'enjeu majeur qui est le nôtre, c'est déjà de s'assurer que l'on parle de la même chose. Donc, qu'est-ce que la finance durable? À part se dire que nous commençons déjà par évoquer le fait qu'il faut évidemment que nous agissions tous dans un modèle financier qui intègre mieux les enjeux de durabilité et que nous devons contribuer au financement de la transition énergétique. Bon, une fois que l'on s'est dit ça, on peut se dire que l'on a tout dit, en même temps qu'on n'a pas dit grand-chose, si ce n'est de dire que nous en avons l'intention. Donc, il faut aller un cran plus loin, et c'est tout l'enjeu, notamment des caisses d'épargne qui sont engagées et qui veulent formaliser et matérialiser leurs actions. Mais alors, pour le faire, il faut comprendre sur quels critères on est. Donc, il y a une chose qui est sûre, c'est que tous nos clients comprennent qu'on ne parle plus de critères financiers et qu'on parle de critères extra-financiers. Que ce soit dans l'analyse, la sélection ou la gestion de nos investissements. Donc, on a tous en tête ce volet ESG, E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance, et qui prennent de nombreux impacts et aspects dans la gestion et dans la stratégie d'investissement. Mais lorsqu'on commence à poser la question autour de nous, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire le E? Qu'est-ce que ça veut dire le S et le G? Là, on commence déjà à se rendre compte que les choses ne sont pas si simples. Donc, je vous propose déjà que nous puissions balayer le critère environnemental, social et gouvernance pour qu'on puisse aussi aligner nos discours et notre compréhension. Le critère environnemental, il est assez explicite finalement, c'est de prendre en compte tous les différents aspects de l'impact de la société sur laquelle on investit, de l'entreprise que l'on a choisie, sur l'environnement qui est le sien. Donc, on va retrouver des critères et des indicateurs qui sont assez courants et que vous voyez notamment dans des articles ou dans des éléments de comparaison entre des fonds qui peuvent être des émissions de gaz à effet de serre. Finalement, est-ce que l'entreprise a une stratégie de réduction de consommation d'électricité, le recyclage des déchets, l'utilisation des énergies fossiles, etc. Mais attention, déjà, sur ce critère environnemental, on voit qu'il y a déjà des sensibilités exacerbées, c'est-à-dire, est-ce que le critère environnemental, il est pour autant que sur des sociétés qui ont une activité orientée vers une transition énergétique qui est écologique? Eh bien non. Et il faut l'accepter déjà dans un premier temps, c'est-à-dire que toutes les sociétés bénéficient de cette notation. Et donc, on peut aussi avoir une entreprise qui est évaluée sur un critère environnemental et qui pour autant peut être actrice d'un secteur polluant. Et c'est en cela que nous retrouvons des entreprises comme Total ou comme d'autres qui font partie de tout ce maillage et de tout cet écosystème économique que nous devons, que nous ne pouvons pas ignorer et qui vont bénéficier d'une notation sur le critère environnemental, non pas à date sur la photographie qui est la leur, mais sur finalement toutes les actions qu'elles mettent en place et l'efficacité pour faire que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu des structures que l'on doit choisir, c'est qu'il ne faut pas que les noter à un instant donné, il faut aussi les noter dans cette notion de transition. Et c'est pour ça que vous allez voir apparaître aussi dans des articles la différence entre une structure, on va dire, classique, une entreprise, et puis des entreprises dites de transition. Ce sont celles que nous accompagnons dans un plan bien défini et qui doivent prouver qu'elles ont mis en place des actions et qu'elles en prouvent l'efficacité. Ensuite, vous avez le critère social. Alors, il commence à être un peu plus compliqué celui-ci, on va crescendo, et il est particulièrement vaste en termes d'indicateurs parce qu'on va regarder finalement tous les éléments internes à la vie de la société, comme la prévention des accidents de travail, la situation, l'intégration des salariés en situation de handicap, la formation, la qualité du dialogue social. Ça, on va dire que dans l'esprit des personnes, c'est assez lisible. Pour autant, il y a un autre aspect qui n'est pas pris en compte ou qui ne vient pas instinctivement, c'est le fait que le critère social va également prendre en compte des indicateurs indirects. Donc, au niveau de ses fournisseurs ou de ses prestataires, notamment lorsqu'il y a une dimension internationale. Et c'est là qu'on voit la complexité, c'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir en tête une entreprise que vous qualifiez de, on va dire, socialement responsable dans votre territoire national, mais si pour autant elle exerce en parallèle des activités dans d'autres pays et que pour le coup, elle ne respecte pas certaines normes internationales, elle s'en verra impactée au niveau de son appréciation et de sa note. Et enfin, on a le critère de la gouvernance.
Et là, c'est celui pour moi qui est le plus complexe à appréhender pour nos clients. Et d'ailleurs, certains nous disent, mais attendez, gouvernance, qu'est-ce que vous entendez par là? Et ça veut dire que en fait, votre banque n'est pas gouvernée. Enfin, on a quelquefois un véritable amalgame dans ce mot ESG. Qu'est-ce qu'on entend par gouvernance? Et en fait, pour faire simple, c'est l'ensemble des dispositifs qui finalement assurent le bon fonctionnement d'une entreprise. Donc, on va y retrouver l'indépendance du conseil d'administration, la transparence des dirigeants, tout ce qui est anticorruption, etc. En fait, ce qui est important d'avoir en tête et ce qui est là aussi notre façon d'agir, c'est que pour nous, on ne considère pas que c'est un critère, entre guillemets, à couvrir de manière ponctuelle. C'est-à-dire que pour nous, de toute façon, le G doit être vérifié bien en amont, c'est-à-dire bien avant même la notion de finance durable. Le G n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas sélectionner une entreprise qui ne cocherait pas la ligne G parce que nous serions dans l'incapacité d'identifier sa pérennité ou en tout cas sa stabilité dans le temps et le fait de savoir si elle a une gestion saine ou non. Donc pour nous, le G est le socle qui ne peut pas être entre guillemets, qui ne peut pas être évité quoi qu'il arrive, et quand bien même on s'inscrirait dans une notion de transition, une gouvernance ne peut pas être en transition, elle doit être saine dès l'origine, et c'est donc un critère de filtre inéluctable et de premier niveau pour nous. Une fois qu'on s'est dit ça, on voit déjà la définition qui a évolué. Tout à l'heure, on parlait de critères extra-financiers, on parlait du E, du S et du G. En réalité, on a une définition un peu plus élaborée au sein de la réglementation qui vous indique que c'est un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social avec un élément nouveau, c'est-à-dire sans causer pour autant de préjudice à d'autres objectifs environnementaux et sociaux, et dans une entreprise qui applique des bonnes pratiques de gouvernance. Donc, on retrouve bien le socle, les bonnes pratiques de gouvernance. On retrouve bien la contribution à un objectif environnemental ou social. Par contre, ce que là, on commence à identifier, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de contrepartie négative. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une action positive alors qu'en parallèle, vous causez d'autres préjudices sur d'autres objectifs éventuellement. Donc là, on voit bien qu'il y a une notion réellement de transparence de l'ensemble des actions de l'entreprise et que l'investissement durable vise à tout englober. Sur ce est donc apparue cette notion de greenwashing qui est un peu le Voldemort, enfin le mot à ne pas prononcer ou à ne pas voir dans l'ensemble des entreprises financières. C'est-à-dire qu'on a vraiment peur de cette notion-là. Pourquoi? Parce que tout le monde l'évoque un peu de manière abusive. Attention, il ne faudrait pas se faire taxer de greenwashing. En fait, le greenwashing, c'est très clair. Vous avez deux volets, greenwashing ou éco-blanchiment pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes. En fait, c'est que vous avez deux possibilités. Quand vous voyez la définition, soit en fait, le greenwashing, on peut vous l'évoquer, soit parce que vous avez finalement causé des préjudices directs, et donc clairement, vous ne pouvez pas les omettre et ne mettre en avant qu'un objectif environnemental ou social que vous avez touché, et quand bien même c'est véridique. Donc le greenwashing, c'est oui, vous avez mis en avant un objectif que vous aviez touché, mais attention, votre client doit aussi savoir tous les impacts qui sont les vôtres. Donc le greenwashing, même si vous avez dit un élément vrai, si vous avez omis d'autres éléments, c'est du greenwashing. Ensuite, vous avez le greenwashing volontaire, qui est le fait d'invoquer des objectifs à des fins d'arguments écologiques, à des fins commerciales ou réputationnelles, sans réellement en avoir la preuve et des pistes réellement auditables. Donc, il y a deux volets de greenwashing, celui qui est de dire quelque chose qu'on ne peut pas prouver, et c'est celui de dire quelque chose que l'on peut prouver, mais en omettant tous les impacts négatifs. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, comment s'y retrouver finalement dans l'ensemble de l'univers et de l'épargne financière? Vous avez dû voir apparaître en 2021 ce qu'on appelle la réglementation SFDR. Donc, pour faire simple, cette réglementation SFDR, elle vise tout simplement à mettre toutes les solutions financières sur une même base d'analyse et permettre finalement à chaque investisseur de pouvoir comparer les fonds en matière de responsabilité environnementale et sociale
quand bien même ce ne serait pas la même nature de solution. Donc, il est difficile de comparer une action, une obligation, des fonds monétaires, etc. Donc, l'objectif de cette réglementation, c'est d'avoir le mérite d'avoir des critères lisibles et homogènes. On a vu donc apparaître 3 catégories, les articles 6, 8, 9. Je vais commencer évidemment par les 9. C'est très simple. Les produits dits article 9, ce sont pour les solutions que vous voyez apparaître dits de fonds à impact. Donc, ça veut dire que la création même du fonds est motivée par un objectif d'investissement durable. Donc, il part d'abord de son objectif et ensuite décline sa philosophie le gérant décline sa philosophie d'investissement. Mais en premier niveau, il s'est calé, je souhaite atteindre ça. Donc, je prends un exemple très simple dans notre univers que vous connaissez sûrement, ou du moins je l'espère. Le fonds Mirova, insertion emploi dynamique, sa vocation même, elle est dans son intitulé, dans sa création, c'est créer de l'emploi. Donc, toute la stratégie d'investissement par la suite doit être faite pour atteindre cet objectif d'investissement durable. Et ce fonds, pour être classé d'article 9, doit avoir de la data, doit avoir des données fiables et doit prouver l'impact. Donc, si son objectif est de créer de l'emploi, il doit être en capacité de dire combien d'emplois il a créé et comment il audite et suit l'évolution. Donc, c'est ce qui est fait d'ailleurs au travers d'une carte géographique de Mirova, hein, qui est la société de gestion qui porte ce fonds, qui prouve à tout moment la création de l'emploi de façon régionale. Ensuite, vous avez les fonds dits article 8, qui assurent une promotion des caractéristiques environnementales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'objectif dans la création du fonds n'était pas un objectif direct, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ciblé une action ou un résultat. Par contre, ils ont peut-être ciblé une zone géographique, ils ont peut-être ciblé une thématique ou un secteur, typiquement le bien-être ou la santé, enfin des thématiques très génériques, mais tout au long de son processus d'investissement, ils vont s'assurer de bien intégrer des critères, des filtres et des exclusions qui permettent de prendre en compte les caractéristiques environnementales et sociales. Et c'est la raison pour laquelle on dit que les articles 8 et les articles 9 répondent à la réglementation SFDR et ce sont des fonds dits ESG. La différence entre les deux est que l'un a un objectif d'investissement durable intégré directement dans sa structuration, l'autre l'inclut tout au long de son processus. Et ensuite, vous avez les articles 6 qui n'intègrent finalement ni les objectifs et qui, je ne dirais pas, n'intègrent pas les critères ESG, mais n'en font pas un critère tout au long du processus. Alors, ce qui est important pour moi de vous expliquer, c'est qu'on pourrait se dire très bien, ce sont les mauvais élèves, il ne faut plus investir dans les articles 6. Non, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas les bons élèves et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez effectivement des articles 6 qui n'ont aucune finalité ESG, mais vous avez des articles 6 qui ne peuvent pas être ESG de par leur position. Je vais vous donner quelques exemples. La réglementation SFDR qui fait cette classification est une réglementation européenne. Et donc, tout simplement, vous allez déjà avoir une première limite qui est la zone géographique du fonds et de la société de gestion qui crée le fonds. Typiquement, on a des fonds américains ou des fonds sur des pays émergents qui n'ont pas intégré la réglementation SFDR puisque cette réglementation ne s'applique pas sur leur territoire. Est-ce que pour autant ce sont des mauvais fonds et qu'ils n'ont pas de filtre d'exclusion qui permettent de Je vous entends plus. Voilà, c'est revenu. Voilà, ouais, c'est revenu. Parfait. Quelqu'un en avait peut-être assez. On m'a fermé mon micro. Je crois, ouais. Je poursuis, mais si quelqu'un veut m'interrompre, qu'il n'hésite pas. Donc, vous avez les articles 6 donc, qui ont quelques nuances. Vous avez ceux qui ne les intègrent pas, comme je vous venais de l'évoquer, et d'autres qui ne peuvent pas être classés de 8 ou de 9 parce que la réglementation ne s'applique pas chez eux. Donc, les fonds américains ou les fonds émergents, par exemple, ou je vais vous donner un exemple aussi qui s'applique sur notre territoire, qui sont les fonds de fonds diversifiés. Pour être 8 ou 9, le gérant direct doit prouver qu'il a une action, lui, directement en tant que gérant.
Qu'est-ce qui se passe donc pour ceux qui font des fonds de fonds et qui ont un rôle de sélectionneur? Eh bien, en réalité, je peux être amené à sélectionner des fonds article 8 et article 9, mais moi, en tant que gérant, en faisant un fonds de fonds, je n'ai pas d'action directe. Ce sont les gérants directs des fonds qui composent mon portefeuille qui ont la main mise sur la stratégie d'investissement. Alors, imaginons que j'ai décidé de vous faire et de vous mettre à disposition un fonds diversifié qui inclut à l'intérieur plusieurs fonds. Eh bien, en tant que gérant, je ne peux peut-être pas le mettre 8 ou 9 parce que je n'ai pas d'action directe. Vous voyez la nuance? Le régulateur veut responsabiliser le gérant direct. Donc, vous avez quelques stratégies qui ne peuvent pas être 8 ou 9 et qui sont 6 par défaut. Donc, quelques nuances sont à connaître quand vous faites ou quand votre conseiller propose une stratégie de diversification. Donc, au sein de Nimi, on le verra par la suite, nous avons certes une majorité de fonds ESG, mais nous avons aussi des articles 6 parce que dans leur structure de diversification, on considère qu'elles ont une importance en matière de devoir de conseil. Si demain, la zone européenne, pour X raisons, venait à ne pas être la bonne perspective en termes de marché, nous devrions être en capacité d'amener nos clients à toucher d'autres zones géographiques, quand bien même elles ne seraient pas article 8 ou 9. Je poursuis. Pourquoi le sujet est-il aussi prégnant et on voit énormément d'articles? Bon, je pense que vous les connaissez, mais il était important pour moi de vous les repartager. J'ai oublié aussi de vous dire, mais je suis membre de la commission de l'AMF et donc je participe à l'ensemble de ces travaux pour un mandat de 3 ans sur l'ensemble des sujets qui alimentent la protection des épargnants et qui alimentent les sujets du développement de l'épargne financière. Donc, s'il y a des questions aussi, n'hésitez pas. Donc, pourquoi c'était important? Parce que, en fait, l'AMF s'est rendu compte lorsqu'elle a réalisé une enquête auprès des épargnants, que 67% d'entre eux considéraient globalement que les sujets de développement durable étaient importants. Et quand ils allaient un tout petit peu plus loin, et finalement, lorsqu'ils leur posaient la question de dire est-ce que vous considérez que l'impact de vos placements est important? Là, on se rend compte qu'il y a déjà une nuance, c'est que 76% d'entre eux déclaraient que c'était important. Donc, il y avait 10 points de plus. Donc, on voyait bien cette sensibilité de se dire mon épargne doit avoir du sens et doit contribuer aux enjeux du développement durable. Et lorsqu'on allait un cran au-dessus sur le rôle de l'entreprise dans lequel elle place leurs avoirs, au sein duquel ils placent leurs avoirs, ces épargnants, là, ils étaient tout aussi exigeants, avec une moyenne de l'ordre de 70% à 67%, en considérant que leur établissement financier devait prendre en compte ces enjeux. Et lorsqu'on leur demande finalement s'ils le font suffisamment, eh bien là, on se rend compte que 1 sur 2 environ considère que non. Alors, le non, il est très important aussi d'analyser parce que ça peut être un non de « je ne suis pas satisfait des actions mises en œuvre » ou de l'image de la banque, mais ça peut être aussi tout simplement « je ne sais absolument pas ce que fait mon établissement ». Et c'est là le rôle qui est le nôtre de communiquer sur les actions menées par la banque et par la caisse d'épargne pour valoriser et faire connaître les actions qui sont menées sur les volets ES et G pour nos clients en direct et dont ils ont besoin de s'alimenter pour comprendre jusqu'où agit l'établissement financier au sein duquel ils ont placé leurs avoirs. Il y a un élément qui reste quand même très important et que on ne peut pas omettre, qui est de se dire oui, mais ne soyons pas non plus ne nous berçons pas trop d'illusions. Certes, tout le monde a une quête de responsabilité et d'impact, mais quand vous avez les clients en face, vous avez quand même une question qui est inéluctable, qui est celui de répondre à un objectif de placement et à un objectif de performance. Et donc, lorsqu'on demande à un client, finalement, selon vous, est-ce qu'un placement financier responsable est un placement plus rémunérateur ou moins rémunérateur qu'un placement financier classique? Là, on se rend compte que la pédagogie est encore très importante à mener, puisque seulement 36% ont compris qu'il n'y a ni plus ni moins en termes de performance et qu'il ne faut pas les opposer, qu'il s'agit juste de processus de sélection différents
et qu'il ne peut pas y avoir de promesse de rémunération additionnelle, quand bien même il n'y aurait pas de sous-performance. En fait, ce sont des choix de thématiques, bien que nous devons nous dire que nous soutenons des tendances de long terme. Donc, si je prends par exemple l'enjeu de l'eau, nous savons que c'est une ressource qui s'appauvrit et que toutes les stratégies de développement autour de l'eau vont être incontournables à long terme. Et donc, nous espérons évidemment que la performance de ces structures suivra. Mais en tout cas, il ne peut pas cette démarche ne peut pas être associée à une promesse de surperformance. Donc aujourd'hui, un placement responsable, nous devons aussi enseigner à nos investisseurs, qu'ils soient particuliers, entreprises ou institutionnels, qu'en fait, il n'y a pas une quête de d'une quête de surperformance et qu'il n'y a pas non plus de sous-performance automatique, qu'il s'agit encore une fois de stratégies d'investissement qu'il convient de regarder, de connaître, de comprendre, et que les sociétés de gestion, elles également, ont des approches différentes. Voilà, donc vous voyez quand même, seulement un tiers des investisseurs comprennent et les autres ne savent pas vraiment. On voulait quand même dire, évidemment, que cet investissement socialement responsable, elle pâtit du fait que malheureusement, la rémunération serait plus faible de par des critères d'exclusion plus importants. Donc, certains nous le disent un peu plus. Mais pour autant, il n'est pas question de sacrifier le rendement au profit de vertus écologiques et que l'objectif est bien d'aligner les intérêts. Et nous le faisons et nous pensons continuer à le faire quoi qu'il arrive. Et on le voit au travers notamment de la place de Mirova, qui est première place de la Corbeille long terme 2022, renouvelée en 2023, des revues et des publications que vous avez pu voir avec les derniers articles qui datent d'il y a 2 semaines. Donc la presse également en parle sur le classement et la position de nos fonds en termes de résilience, de résistance sur la durée, en conciliant avec des intérêts responsables. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des parcours, mais je me suis quand même dit que vous pouviez avoir la question de comment ce sujet est abordé avec les clients. Donc, je voudrais juste vous indiquer comment nous avons intégré la réglementation dans les parcours clients. Parce qu'effectivement, cette réglementation SFDR, elle est quand même venue actualiser la réglementation MiFID et en matière de devoir de conseil. Donc, vous le savez, lorsqu'on aborde un placement financier, on doit s'assurer à la fois d'un profil de risque, d'un profil de compétences financières au travers de questionnaires, et est venu s'ajouter un questionnaire qu'on appelle finance durable, un questionnaire d'appétence, de préférence, de durabilité. Alors, ce questionnaire qui est lié à SFDR, en fait, il impose 3 volets. Il impose de déterminer la proportion de l'investissement que le client souhaite investir dans des activités considérées comme durables, mais d'un point de vue de la taxonomie. Donc, on avait cette notion de quel pourcentage d'alignement taxonomie est souhaité par le client. Autant vous dire que très difficile de comprendre pour nos clients qui pensent même à une nouvelle taxe sur l'épargne financière. Le mot taxonomie a créé quand même pas mal de réactions. Donc là, on s'est dit qu'il fallait vulgariser évidemment. Et donc, en fait, pour faire simple, l'alignement taxonomie, ce sont tout simplement les activités qui soutiennent tout ce qui est enjeu climatique et enjeu de climat. Donc là, vous y retrouvez essentiellement la maîtrise de l'empreinte carbone et de tout ce qui est lié vraiment au climat au travers de cet alignement taxonomie, mais qui va s'enrichir. Pour l'instant, c'est très climat, mais la taxonomie vise aussi à élargir son spectre. Ensuite, il y a le deuxième volet, c'est de demander aux clients finalement combien ils souhaitent voir investi dans des investissements durables. Et donc, si vous reprenez la classification que je vous ai donnée, c'est finalement qu'est-ce qu'ils souhaitent voir investi en articles 8 et 9, pour faire simple. Et ensuite, vous avez la troisième et dernière question, c'est finalement les modalités de prise en compte de ce qu'on appelle les PAI, Principal Adverse Impact, en français, principale incidence négative. Et si vous vous souvenez de la définition que je vous ai donnée en amont, c'est en fait tout simplement de dire qu'on prend en compte aussi bien les actions positives, mais qu'on doit prendre en compte aussi les exclusions des impacts négatifs que ne souhaite pas voir le client.
on a regroupé tout ça en fonction de thématiques parce que le client, on s'est rendu compte qu'il a du mal à réagir en formulation positive ou en formulation négative. Je m'explique. Évidemment, la préservation des terres et des océans, c'est une formulation positive, mais ça rentre aussi dans le périmètre du client qui vient vous voir et qui vous dit moi, j'en ai marre ou je ne veux pas soutenir des entreprises qui polluent les océans. Il vous l'a formulé de manière négative, avec des impacts, mais vous pouvez avoir l'autre client qui vous dit « je souhaite soutenir tout ce qui préserve les océans ». Un autre client vous le dit en format positif. Donc, pour regrouper à la fois les impacts négatifs et à la fois les contributions positives, nous avons regroupé en fonction de thématiques qui ont été validées par le régulateur. Donc, il y a la thématique de l'économie bas carbone dans tout ce qu'elle représente, la préservation des ressources naturelles, et vous retrouverez évidemment l'eau, la préservation des terres et des océans, la gestion, la réduction des déchets, la préservation de la biodiversité pour ce qui concerne l'environnement. Pour le social, on va regrouper tout ce qui est lié à la protection des droits sociaux et humains, tout ce qui est lié aux relations sociales et tout ce qui est lié à l'investissement dans le capital humain, y compris la santé. Et enfin, la gouvernance. Il y a surtout le sujet de la lutte contre la corruption et tous les autres sujets de gouvernance en termes d'éthique, de parité, d'indépendance, etc. Il est important de savoir que le client qui choisir, c'est renoncer. Vous pouvez aussi avoir des clients qui ne souhaitent pas désigner de thématique spécifique. Ils peuvent cocher, évidemment, le E dans sa globalité, le S ou le G, voire même cocher les 3. Voilà un peu l'approche. Donc, je vous la passe rapidement dans le parcours, mais en fait, nous avons un parcours conseil et donc le commercial va devoir expliquer l'ensemble de ces éléments, de l'approche ESG, du rôle des acteurs financiers et de pourquoi la réglementation nous a demandé d'intégrer ce nouveau questionnaire. Et donc là, le questionnaire, c'est tout simplement, on amène le client à s'exprimer sur s'il souhaite intégrer dès à présent les sujets ESG dans sa proposition. Il peut vous dire oui ou non, ou peut vous dire qu'il ne souhaite pas répondre. Certains ne souhaitent pas pour le moment afficher de préférence ou a besoin de réfléchir sur le niveau d'engagement qui est le sien. Donc, comme on ne souhaite pas culpabiliser, nous avons laissé ces options pour permettre à chacun de se dire « Ok, ce n'est pas un critère de choix aujourd'hui, mais j'ai la possibilité de le changer à tout moment ». S'il dit qu'il veut intégrer dès à présent, on va lui demander la part qu'il souhaite intégrer. Alors, comme elle est difficile aussi à chiffrer, on leur dit que ça peut être soit la part la plus importante, soit de mettre un premier pied dedans et de mettre entre guillemets, une quote-part modérée, ou s'il n'est pas en capacité de donner un ordre d'idée, qu'il ne souhaite pas indiquer la part. Et enfin, comme je vous l'ai dit, finalement, quelles sont les thématiques qui font sens pour lui. Il peut cocher à sa convenance les options qui sont les siennes ou aussi dire qu'il n'a pas de préférence particulière entre tout ça et qu'il ne souhaite pas finalement choisir une au détriment d'une autre et qu'il sera intéressé pour couvrir le maximum de solutions. Ensuite, le commercial pourra tout simplement retranscrire à son client son profil de durabilité, s'il est juste impliqué, s'il est impliqué, sensibilisé ou s'il n'a pas de préférence, et il devra lui restituer dans sa synthèse liée à son placement financier. Vous avez X% en investissement durable et pour matérialiser aussi son évolution dans la durée. Donc, il était important pour moi, parce que je pense que ça peut être une question, et finalement, comment se conduisent et quel est le retour des clients de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Ça peut être une question qui est intéressante pour vous à visualiser. Eh bien, en fait, alors ça m'intéresse, votre perception. Laurence, si vous avez vu le support, vous n'avez pas le droit de répondre. Ne vous inquiétez pas, je me tais. Selon vous, quel est, selon vous, le pourcentage de clients impliqués, sensibilisés ou neutres? Au hasard, il n'y a pas de… Les ordres de grandeur, vous pensez qu'on est sur combien? Sur votre… Selon vous, ceux qui sont très engagés, qui sont moyennement engagés et ceux qui n'ont pas exprimé de préférence. Si vous deviez me faire un rationnel de pourcentage, qu'est-ce que vous me diriez? Donc,
Thomas, sensibiliser 10% et Isabelle 5%. D'accord, ça c'est le moyen. Et impliqué, engagé? Engagé, Alors- je dirais autour de 10 à 15%. Ok. Et moi, je Karine, dirais 20%. Karine, il y avait 20%. C'était voilà, c'est là où j'avais 20%, c'est impliqué, c'est ça, Karine? 20% pour moi. Ok. Donc, pour vous, la majorité sont neutres, en fait. Mm. Et vous voyez la réponse, du coup? Vous la voyez? Oui, oui. Voilà. Mm. Donc, je vous confirme que finalement, alors il y a une petite inversion dans les taux que vous avez indiqués entre 10 et 20 sensibilisés. Florence, je crois qu'elle avait la bonne réponse sur les 20%. Je vois pas le… Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que malgré finalement les enquêtes de l'AMF, malgré ce qu'on peut entendre sur le fait que 70% des clients souhaitent avoir de l'impact, lorsqu'on leur pose directement la question, eh bien, on se rend compte que le mouvement est difficile. Alors, je me suis permise en toute transparence de vous laisser aussi les ratios des autres caisses d'épargne, parce que l'idée, c'était aussi de vous dire que c'est une tendance de fond, une tendance générale, que ce n'est pas quelque chose d'isolé au sein de votre caisse d'épargne, et que finalement, ces ratios en matière de profil sont assez homogènes. Donc, on voit bien qu'il y a une conduite de changement. Et alors, moi, je me permets évidemment un commentaire, une prise de hauteur. Hein. C'est-à-dire, est-ce que ces taux, c'est le reflet de nos clients, ou est-ce que ces taux constituent le reflet de la maturité de nos réseaux commerciaux, ou est-ce que ces taux considèrent tout simplement la complexité de comprendre le questionnaire et la finance durable? Voilà, autant de questions qu'on va devoir mûrir très rapidement pour accompagner nos clients et faire en sorte qu'ils comprennent et qu'ils puissent progressivement donner du sens à l'épargne financière. En tout cas, à date, ce n'est pas le critère discriminant et ils continuent d'avoir des objectifs beaucoup plus engagés et marqués en termes de performance ou en termes de stratégie, et ils ne sont pas très à l'aise encore à dire quelles sont les préférences de durabilité pour eux. Excuse-moi, Célina. Oui. J'ai Thomas qui posait une question. A-t-on des détails sur des clients impliqués? Thomas, vous entendez quoi par a-t-on des détails sur des clients impliqués? Est-ce qu'ils sont plus jeunes que les autres? Est-ce qu'ils sont, voilà, les C'est ça profils? l'idée? Alors, par exemple, oui. Donc, je pense que oui, par rapport à l'âge, Pardon, peut-être. je vois pas Ouais, du tout tout à fait. je vois pas du tout le contenu. Oui, on Ouais, est en train de… est-ce qu'il est possible d'avoir une catégorisation de ces clients impliqués, savoir si finalement est-ce qu'il y a une catégorie d'âge ou une catégorie socio-professionnelle ou je ne sais quoi, qui Alors, permet de les identifier et d'avoir un impact sur ces personnes. Oui. Alors, en tout cas, sachez que dans l'échantillon de l'AMF, c'était très varié. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de profil type. Donc, ils considéraient que c'était, on va dire, des appétences très génériques. Mais chez nous, oui, on va regarder, on va commencer à extraire l'ensemble des parcours clients pour en faire émerger des groupes et des familles pour voir s'il y a une question d'âge. Est-ce qu'il y a une question de sexe aussi? Est-ce que les femmes sont plus expressives que les hommes ou inversement? Voilà, on va essayer de… Est-ce qu'il y a une notion de parcours, de fonction ou de connaissances financières ou autres? En tout cas, à date, l'analyse n'a pas encore été faite dans le détail, mais on ne manquera pas de la partager. Je poursuis avec vous. Donc, c'était l'occasion pour moi, cette session avec vous aussi, de valoriser les solutions qui sont les nôtres et pour lesquelles on œuvre au quotidien. Parce qu'il faut que vous sachiez que la gamme BPCE a un marqueur de durabilité nettement plus fort que la place. Aujourd'hui, en moyenne, sur l'ensemble des acteurs, les fonds articles 8 et 9 représentent la moitié des solutions en cours de commercialisation, alors que nous emportons, nous, au sein de notre univers, 86%. Donc, nous œuvrons au quotidien pour pouvoir les matérialiser et bien marquer finalement que choisir performance, ce n'est pas renoncer à la durabilité, et nous voulons faire en sorte que l'ensemble de notre univers est un marqueur très, très fort en matière d'engagement.
En matière d'articles 8 et 9, je vous ai mis les taux, donc vous avez le détail. Donc, on a 57% d'article 8, 29% d'article 9 et que 14% d'article 6, mais que nous jugeons opportun au vu des stratégies de diversification. Lorsqu'on va dans le détail, on a aussi les engagements de durabilité qui sont publiés et dont la data commence à être de plus en plus transparente. Et je vous remercie. Évidemment, c'est à des fins de non-diffusion, c'est pour nous, mais nous œuvrons pour ce volet-là. La taxonomie, nous avons encore jusqu'à 2024 pour la publier, et donc ce volet-là est en cours d'étude avant implémentation par mesure préventive, parce que comme nous ne souhaitons pas être taxés de greenwashing, chaque taux qui est publié, nous souhaitons bénéficier de pistes auditables solides et pouvant être évidemment mises à disposition d'un régulateur à tout moment. Donc pour l'instant, comme l'ensemble de la place, nous sommes à 0 et nous ferons le nécessaire en début 2024, comme le régulateur nous le permet. Et concernant les PAI, qui sont les thèmes, alors je vous prie de m'excuser, je n'ai pas pu les redétailler, mais en fait, vous pouvez considérer que finalement, 80% de notre univers touche bien l'univers de l'environnement, 80% touche bien l'univers du social. Et nous avons effectivement 82% qui peuvent attester et prouver dans leur data le volet G, alors que nous considérons que nous sommes à 100% et les 18 manquants, en fait, sont 18 manquants liés à la structure du fichier informatique que souhaite le régulateur. En tout cas, sur le volet G, je ne prends pas de risque en vous disant que nous sommes déjà à 100% et que nous pourrons le prouver si nécessaire. Alors, il y a une petite remarque qui est de dire que les produits structurés sont article 6. Eh bien, ils font partie des exceptions que je vous disais, c'est-à-dire que les fonds à formule qui permettent de garantir à un horizon donné des taux ne font pas partie de la réglementation SFDR. Et donc, nous avons ces fonds à formule-là ne peuvent pas être chez nous mis en 8 ou en 9 et donc font partie des 14% que je vous évoquais, parce qu'en fait, ils ne font pas partie de la liste des produits bénéficiant d'une classification au sens du régulateur, donc nous ne pouvons pas les classer. Voilà encore une exclusion qui ne nous permet pas aujourd'hui de bénéficier de la classification 8 ou 9. Et enfin, je souhaitais aussi vous dire tout ce que nous avions mis à disposition. Nous avons mis à disposition des clients et des commerciaux une page dont vous aurez le lien, qui permet, donc c'est accessible aussi pour les clients, qui permet en fait de filtrer, de s'amuser, si je peux dire ça comme ça, en fonction des préférences qui sont les leurs, de cocher et de voir quelles offres touchent quelle thématique et de pouvoir assimiler finalement ces préférences et de pouvoir les factualiser. Donc, nous avons une page avec des filtres qui permettent à chacun d'exprimer les sensibilités et de voir les fonds qui y répondent. Évidemment, nous avons l'obligation d'intégrer l'ensemble de ces mentions dans la documentation réglementaire et commerciale. Et donc, les commerciaux les retrouvent bien dans Défi, qui est la plateforme d'outils pour l'ensemble des commerciaux. Et puis, sinon, les clients le retrouvent bien sur le site institutionnel de la Caisse d'épargne, où nous laissons l'ensemble des documentations accessibles. Et enfin, nous avons des portefeuilles modèles, c'est-à-dire que nous accompagnons avec des allocations selon les vues de marché. De la même logique, nous disons sur chaque allocation quelles sont les thématiques touchées, quelles sont les durabilités touchées, et pour que le client et le commercial puissent identifier de l'impact des allocations qui sont proposées. Enfin, pour finir, et je pense que j'aurais respecté les 45 minutes, je voulais juste finir pour vous dire que j'avais un enjeu qui me tenait aussi à cœur, parce qu'il ne faut pas finalement multiplier nos actions, et je pense que c'est très complexe pour nos investisseurs, pour nos clients particuliers et professionnels d'ailleurs, de s'y retrouver quand ils ont un objectif qui est le leur. Et donc, s'il y a bien une chose qui peut faire vraiment une liaison facile, c'est les objectifs de préparation à la retraite qui sont très importants et qui sont clés pour nos clients. Et en fait, finalement, amener le client à se projeter à long terme et à anticiper la situation qui sera la sienne dans le futur, c'est aussi lui demander de se projeter
dans une visualisation qui sera le monde qui sera le sien plus tard. Et donc, évidemment, ça n'a de sens que s'il peut soutenir ce qui fait sens pour lui et s'il peut soutenir un monde meilleur aussi demain. Et donc, un horizon de long terme avec des tendances de long terme, pour moi, c'est le binôme gagnant. Et donc, approcher la problématique de la retraite ne peut, à mon avis, se faire sans approcher les enjeux de la finance durable. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est formalisé par l'ensemble des clients, puisque 44% des Français expliquent que pour eux, ils épargnent en prévision de la retraite. Et d'ailleurs, ce taux a un peu augmenté. Et il y en a aussi la majorité qui considèrent, donc vous le voyez, en tête de ligne, que le PERI est le placement qui semble pour eux le plus adapté pour un placement sur le long terme. Donc, si une enveloppe de retraite est le placement le plus adapté sur le long terme, alors une enveloppe de retraite est également le placement le plus adapté pour soutenir des tendances de long terme. Voilà, globalement, ce que je souhaitais partager avec vous en 45 minutes. Et je vous prie de m'excuser, j'ai essayé de faire rapide, condensé, de vous donner le maximum d'informations sur l'offre, les enjeux, le parcours. Merci beaucoup, Célina. C'était très clair et pour la qualité de la présentation et de l'animation. Donc, ce que je vous propose pour les administrateurs, de profiter justement de la présence de Célina, puis aussi de Nicolas, c'est voilà, de poursuivre par des questions. Donc, je vous laisse. Alors, je crois qu'il y a Chantal, voilà, je vois qu'il y avait la main levée. Oui, alors j'ai mis mon micro. Très bien, très bonne prestation, franchement très enrichissante. Mais effectivement, si je suis client et que je viens à la caisse d'épargne, ce que je suis d'ailleurs, la diapo numéro 6, si vous me remettez le fichier à remplir, je suis incapable de comprendre ce qui est marqué dessus. Là, ce soir, j'ai compris, puisque vous m'avez tout expliqué. Mais le client lambda, quand il va voir le conseiller, même avec des explications, en une demi-heure, il n'aura pas compris, comme vous avez détaillé. Vous parlez des questions finalement de combien et qu'est-ce qu'il souhaite soutenir et comment l'investir, c'est ça? Il y a ça, et puis surtout quand vous voyez comme en loi 8, loi 9, loi 6, ça ne va rien lui dire, même en lui expliquant, je suis sûre de faire une étude. Alors en fait, vous avez complètement raison. Moi, j'ai partagé avec vous la réglementation, mais je dois vous avouer que pour moi, en réalité, cette classification, elle est juste une classification de producteur. Elle n'a pas vocation pour moi à orienter un client. Je pense que l'orientation du client, c'est de se dire, c'est le commercial et c'est l'outil qui doit lui permettre de transposer ses préférences. En synthèse, souhaite-t-il avoir de l'impact, oui ou non? Souhaite-t-il en avoir beaucoup, un peu, passionnément, à la folie? Ou souhaite-t-il soutenir des préférences précises? Et c'est en fonction de ça que nous devons, nous, transposer ce qui est dans la documentation réglementaire. Et que s'il souhaite le voir dans un temps 2, en disant « prouvez-moi que ce que vous m'avez proposé répond réellement », là, nous serons obligés, évidemment, de lui montrer par la documentation réglementaire, par le prospectus. Mais au moment de sa proposition, je ne pense pas effectivement que lui parler de tout ça l'aide à formaliser un choix. Et peut-être que vous avez raison, c'est pour ça que je vous disais dans les pourcentages des établissements, est-ce que les commerciaux finalement ne commencent pas par ça et instaurant finalement une défiance et une mauvaise compréhension et finalement nos clients nous disent « je ne suis pas capable d'y penser, je ne suis pas capable de comprendre et je ne souhaite pas prendre position ». Voilà, je pense qu'on a cet enjeu-là de la vulgarisation et vous avez raison. Je pense, oui, qu'il y a seulement plus de 50%, enfin, même, je dirais seulement 70% des clients qui font confiance aux conseillers en se disant « j'ai pas compris, mais j'espère que je me suis pas trompée en marchant ce qu'il m'a dit ». Alors, pour compléter les propos de Célina, quand on accompagne les conseillers sur ces thématiques-là, surtout on leur dit de ne pas parler d'articles 8 ou 9, déjà parce que pour eux, c'est compliqué d'expliquer la différence. Donc, ils sont souvent très embêtés. On leur demande plutôt d'expliquer l'intérêt du fonds, sur quoi il est investi, quelle est son orientation, quelle est sa thématique, parce que ça donne du sens aux clients. Mais surtout, on essaie de leur dire ne rentrez surtout pas dans les articles et la technique de la réglementation. D'ailleurs, le réflexe de mon fils a été de dire mais où sont les articles 7?
Eh oui. Vous dites qu'il ne faut pas mentir, article 6, il ne faut pas mentir, il faut être clair. Vous allez aller contre votre article, là. Non, ça n'empêche non, pas non. d'être clair et de bien expliquer ce qu'on est en train de proposer. Mais c'est vrai que s'il faut aller préciser pour un conseiller, notamment qui a peu l'habitude, qui est encore j'allais dire, en maturation sur le métier de conseiller, s'il doit rentrer dans le détail entre la différence entre un 9 et un 8, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Expliquer qu'un 6 n'est pas ISR ESG au sens de la réglementation, ça, il peut le dire et c'est assez facile à faire comprendre. Mais la différence entre un 8 ou un 9, ou rentrer vraiment très précisément dans la taxonomie, on essaye de faire en sorte qu'il n'ait pas besoin d'aller aussi loin et que s'il y a besoin, comme l'a dit Célina, là, on va chercher le prospectus et on explique le distinguo. Mais on essaye de ne pas leur compliquer trop la tâche non plus. Je comprends. Merci. Guy, je crois qu'il y avait une question. Oui, merci. Merci Célina pour cette excellente présentation. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre pensée sur le tableau que vous avez présenté sur l'ensemble de la cotation des caisses d'épargne? Et je vois quand même que l'Île-de-France est particulièrement performant. Donc j'imagine, Célina, que vous avez beaucoup œuvré auprès de l'Île-de-France, mais il y a vraiment un décalage très important avec le reste des caisses. Voilà, comment on peut l'expliquer sans rentrer dans le secret des lieux. Et puis ma deuxième intervention, c'est effectivement, on voit bien aujourd'hui qu'on est un peu sous pression dans le domaine et qu'il y a un certain nombre d'applications qui reprennent les critères ESG et qui servent pour les clients à sélectionner les meilleurs placements auprès des banques. J'en note une, alors je la cite assez souvent parce qu'elle est très pushing, on va dire, c'est Rift, je ne sais pas si vous connaissez. Ça vous dit quelque chose? Non? Peut-être. Voilà, c'est une application très sensible à toute la finance durable et dans son extension, la finance ESG. Voilà, excusez-moi, c'était un petit peu long. Ah non, pas du tout. Non, alors oui. Alors les applications, elles sont nombreuses et puis vous avez même des nouveaux acteurs bancaires puisque je pense que vous avez peut-être vu, il y a des nouvelles banques en ligne qui se lancent aussi en disant vos dépôts chez nous ne seront pas, n'alimenteront pas des actions ou des actions polluantes. Donc il y a deux volets sur ces acteurs-là, dont objectivement, je n'ai pas leur algorithme. Donc, je ne sais pas ce qui compare réellement. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, les critères de comparaison, alors, la réglementation, et je le dis en participant aux échanges avec l'AMF, est très compliquée. Et certes, elle est toujours en plus cumulative, donc ce qui n'améliore rien. Hein. On est toujours en train de rajouter des couches, donc c'est très difficile des fois de prendre de la hauteur ou de simplifier un parcours. Pour autant, là, il y a une chose qui a le mérite d'être très claire, c'est que tous les producteurs utilisent le même fichier. Donc, vous allez entendre parler de ce qu'on appelle un fichier EET, si vous le voyez dans la presse ou autre, qui est le fichier, c'est un énorme tableur Excel de aujourd'hui 578 données à alimenter. Donc, heureusement qu'on ne fait pas lire ça aux clients, je dois vous avouer. Et c'est ce qui prouve finalement ce qu'on arrive à toucher ou pas toucher et quel est le pourcentage de durabilité. Toute la data doit être alimentée là-dessus. Morningstar, Cantalis, tous les fournisseurs externes de données, de places, que vous voyez dans Boursorama ou que vous voyez partout, du coup, exploitent ce fichier EET. Donc, on est tous, on va dire, basés à la même enseigne et sur le même format. Ensuite, vous avez ceux qui vont prendre des risques dans ce fichier et qui vont se dire, c'est pas grave, je vais mettre un pourcentage, j'arriverai à le prouver plus tard. Il ne faut juste pas que le régulateur les sonde à ce moment-là. Et jusqu'à présent, la majorité des acteurs misaient sur la souplesse du régulateur pour l'instant à ne pas faire de contrôle. Or, les choses ont changé et les contrôles, comme ça va faire 1 an que cette réglementation est mise en œuvre, les contrôles commencent. Et je pense que vous l'avez vu dans la presse, par exemple, Amundi a déclassifié tous ses fonds. Tous les fonds neufs ont été abaissés à 8 parce qu'ils disaient que c'était des fonds à impact et finalement, ils n'ont pas été en mesure de le prouver. Donc, avant d'être taxé de greenwashing ou d'avoir
un vrai sujet réputationnel, Amundi a tout déclassifié et revu son fichier. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une espèce de jeu de place. Nous, on ne peut juste se dire que notre objectif à tout moment, c'est qu'il n'y ait aucun enjeu réputationnel qui viendrait finalement fragiliser le discours de la caisse et du commercial qui viendrait à instaurer une défiance dans la véracité des propos. Nous préférons être prudents et finalement être en retrait sur certains éléments tant que la data n'est pas disponible. Ça, c'est le premier élément par rapport à ce que vous évoquiez des applications dont je ne peux pas maîtriser le résultat, mais apparemment, il y a un classement là des 50 sociétés de gestion, sociétés de gestion qui comptent, dans lesquelles il faut investir, qui sont durables et résilientes. On a quand même 4 affiliés à nous qui sont dedans. Donc, je vous laisse. Normalement, je pense qu'on est bien placé malgré tout. Mais je ne veux pas faire parce qu'on a l'impression que je prêche la vente forcée. Mais voilà, on est bon. On est bon. Et l'autre volet par rapport à l'action de la Caisse d'épargne Île-de-France, je pense que il n'y a pas de secret en tant que tel. Je pense qu'ils ont eu une action et effectivement, je suis intervenue chez eux en séminaire et voilà, et je suis évidemment à la disposition de l'ensemble des caisses de manière équitable, homogène, quelle que soit leur localisation géographique. Mais ils ont eu des vraies actions de formation aussi beaucoup plus poussées, mais dès le retail. Et il y a une action aussi d'embarquer les directeurs d'agence. En fait, je pense qu'il y a aussi un volet de la compréhension de chacun des managers sur la façon de le présenter. Et vous pouvez aussi avoir un effet volume. Je m'explique. Le pourcentage, peut-être qu'il y avait un peu moins de parcours, même si c'est la Caisse d'épargne de France, mais peut-être que l'assiette n'était pas la même et les pourcentages ont influé aussi en ce sens. Je vais regarder les détails et puis je vous donnerai quelques éléments de compréhension sur cette différentielle de taux. Après, je pense que vous le voyez sur l'ensemble des caisses, il y a quand même une homogénéisation. La Caisse d'épargne Île-de-France a peut-être eu une action coup de poing avec une banque privée ou autre et initié des parcours plus engagés. Mais il n'y a pas de véritable différence. Et Nicolas, comme tous ses homologues sur l'ensemble des caisses, je le dis aussi pour Nicolas, ont les mêmes informations, les mêmes actions et j'œuvre de la même façon, je les chouchoute de la même façon. Donc, il n'y a pas de différence au sein des établissements pour les accompagner. Voilà. Merci. David, je crois qu'il y avait une question. Oui, alors en fait, c'est juste que je ne sais pas trop baisser la main, mais c'était un peu la même que Guy. C'était surtout sur les éléments de langage, pour savoir si effectivement il y avait d'un point de vue commercial une régulation, savoir si une banque était éthique, ouverte ou sociale et solidaire, et est-ce que ça avait un impact différent sur la clientèle, et pour le coup, quel était le concurrent le plus efficace de la caisse d'épargne dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a une tricherie sur les mots? Pour le coup, qu'est-ce qu'une banque éthique ou une banque verte par rapport à une banque engagée, sociale et solidaire? Donc, c'est un peu redondant sur la façon d'aller chercher le client. Oui, vous faites bien parce que évidemment qu'il y a tout l'enjeu du marketing. Voilà. Et le marketing, la limite entre marketing et greenwashing et la limite entre positionnement stratégique. Je sais que nous avons un positionnement très marqué sur le climat, sur la santé. Globalement, j'entends groupe caisse d'épargne, hein, d'accord. Dans le plan stratégique, nous avons quelque chose qui est très marqué climat, santé et évidemment développement, c'est pour le S, développement local, mais dans le sens emploi et développement d'entreprise et donc développement du tissu économique. Et tout ça, bah évidemment qu'il y a des indirects sur l'agriculture, sur les villes intelligentes, sur les infrastructures. Donc après, j'ai envie de vous dire, c'est aussi un positionnement qui est laissé à la liberté de l'établissement, sur quoi elle souhaite davantage marquer et œuvrer, parce qu'il n'y a pas que les actions sur l'épargne financière. Vous avez aussi toutes les actions en parallèle qui peuvent aller au financement, tel que vous l'avez vu, stratégie de prêt, de soutien, et dans lesquelles je n'ai pas d'avis ou en tout cas de jugement à donner finalement sur est-ce que c'est suffisamment engagé pour le mettre en avant. Mais pour autant, il faut qu'il y ait une cohérence globale pour qu'il n'y ait pas, et on ne peut pas non plus dire qu'on est engagé de manière forte sur tous les créneaux. Ce serait illusoire de se dire ça. Donc, je pense qu'il y a là la liberté qui est donnée aux caisses d'épargne et aux banques populaires, hein, d'ailleurs, de choisir leur positionnement. Certains l'ont
vraiment fait sur la santé, c'est-à-dire tout l'enjeu humain. D'autres l'ont fait vraiment sur le volet social, parité, équité, inclusion et handicap. Et ils ont mis le volet sport dedans pour capitaliser aussi sur les Jeux Olympiques, parlons clairement. Donc, il y a des stratégies qui s'opèrent en termes de conciliation entre les intérêts des clients, les préférences, les enjeux commerciaux et puis le timing qui est le nôtre dans l'environnement, avec les Jeux Olympiques, avec typiquement, en ce moment, vous allez voir des acteurs émerger parce qu'on est dans la semaine du développement durable. Et donc, certains vont d'un coup crier haut et fort qu'ils sont engagés et durables et peut-être qu'ils le feront un peu moins dans 2 semaines. Ah voilà, c'est ça. Et donc le terme de, par exemple, banque verte, est-ce que ça parle plus aux clients que dire, bah, nous, on travaille sur effectivement l'économie locale, etc. Et pour le coup, le mot vert, sans Alors, utiliser le la mot seule valise, chose, on en met ce mais qu'on vous veut. avez raison, mais la seule chose, c'est que du coup, si vous êtes une banque verte, vous l'avez vu avec les thématiques, c'est que vous allez plus toucher tous ceux qui ont coché la case E. D'accord. Voilà, donc c'est une sorte de positionnement majoritaire que vous souhaitez. Parce que vos clients qui ont coché la case S ne seront peut-être pas aussi sensibles à la banque verte. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ok. Donc, choisir, c'est renoncer. Voilà, je pense que certains ont… Mais vous avez raison, banque verte, voilà, marque plus. Certains sont en train d'émerger sur l'économie bleue. Peut-être que demain… Alors, banque bleue pour la caisse rouge, je pense que ça ne va pas le faire. Mais bon, voilà. Il y a des choses comme ça qui sont aussi petites que ça, mais qui peuvent jouer dans le positionnement stratégique. Oui, complètement. Voilà. Merci. Je rappelle que le mélange bleu et rouge, c'est violet, donc c'est des PCE. Ah oui. Et donc, Voilà. c'est nous. C'est nous. C'est vous. Voilà. Vous voyez le petit brush derrière Nicolas? Moi, je suis purple, hein. Je suis violet. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une dernière question? Je vois qu'il est 19h03 avant de conclure. Pour en prendre une dernière s'il y avait quelqu'un, ou sinon, en tout cas, je vois qu'il n'y en a pas. Donc, je vous propose, déjà, je renouvelle Célina et puis Nicolas. Merci en tout cas de vous être rendus disponibles. C'était passionnant en tout cas. Et au regard des nombreuses questions que vous avez eues, sur cette finance, vous avez su partager justement ce thème. Et vous l'avez tout à fait dit en introduction, c'est pas une matière facile à expliquer dans un temps aussi imparti. Mais c'est des très pédagogues. Voilà, c'est des très pédagogues. Voilà, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite à tous une belle soirée. Donc, on mettra le replay à disposition. Et puis, on aura l'occasion, Célina, par la suite, de continuer à se partager peut-être sur d'autres thématiques qu'on pourra justement continuer à sensibiliser nos administrateurs sur ce sujet. Merci en tout cas. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Merci, au revoir.